Bonsoir, bienvenue sur BFM Grand Soir. Merci d'être avec nous. À Madrid, la dernière étape du Tour d'Espagne a été stoppée par des manifestants pro-palestiniens. Ils ont envahi, vous le voyez sur ces images, le parcours lors de la 21e et dernière étape. Ils dénoncent, entre autres, la participation de l'équipe Israël Première Tech. Pour en parler, sur ce plateau, nous a rejoint Manon Aubry. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée européenne LFI, également Tugdual Denis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Je vous donne la parole dans un tout petit instant. D'abord, je voudrais qu'on fasse un détour par Madrid pour aller retrouver notre correspondant RMC Sport sur place. Edgar Grolot, bonsoir. Alors, c'est vous qui étiez en train de couvrir cet événement sportif quand la course a pris ce tournant inhabituel et inattendu. Oui, c'était aux alentours de 18h, c'est-à-dire à un peu plus d'une heure de l'arrivée prévue de la 21e étape. Et là, il y a des milliers de manifestants pro-palestiniens qui ont envahi les derniers kilomètres du parcours. Ça s'est passé vraiment sur les lieux les plus iconiques de la capitale espagnole, les plus touristiques, les plus connus, les plus visités, c'est-à-dire devant le musée du Prado, par exemple, ou sur les avenues de Grande Via, ou ici, derrière moi, la place de Cibeles. Toutes les barrières censées séparer les coureurs des spectateurs ont été jeté au milieu du parcours et honnêtement on a très vite compris que l'étape n'allait pas pouvoir se terminer dans ces conditions ici au centre-ville de Madrid. À 56 km de l'arrivée, les coureurs ont mis pied à terre et cette dernière étape de cette Vuelta 2025 a été définitivement interrompue. Ça met fin donc à une Vuelta qui a été très perturbée tout le long de son parcours. Il y avait déjà une étape à Bilbao qui avait dû être neutralisée, d'autres étapes dont le parcours avait été modifié et donc ce soir ici à Madrid il n'y aura pas de festivité, pas de podium pour les vainqueurs puisque ça devait se passer sur la place de Cibeles ici même, mais comme vous le voyez tout est en train d'être défait et la circulation va pouvoir reprendre d'ici quelques minutes. Merci beaucoup Edgar Grolot en direct de Madrid. Manon Aubry, est-ce que vous saluez cette mobilisation et les moyens d'action ? Oui, je veux saluer la mobilisation aujourd'hui en Espagne, qui date pas d'ailleurs d'aujourd'hui. Elle a eu lieu tout au long de cette Vuelta cycliste et puis elle a lieu depuis un certain nombre de mois. Je veux saluer la mobilisation des Espagnols pour faire entendre une voix contre le génocide à Gaza. Parce que la participation de cette équipe cycliste Israël Première Tech n'est pas anodine. Elle n'est pas anodine d'abord parce qu'elle est détenue par un milliardaire qui s'appelle Sivan Adams et qui est proche de Benjamin Netanyahou, dont l'objectif assumé est de se servir de cette équipe cycliste pour associer le nom d'Israël à quelque chose de positif. Moi, j'appelle ça du sport washing. Et c'est même assumé en tant que tel. Et puis, je pense que c'est sain aussi parce que y a un deux poids, deux mesures qui, moi, en tant qu'amatrice sportive, j'ai pratiqué le sport à haut niveau, j'en fais encore aujourd'hui beaucoup. Je m'interroge quand même sur le deux poids, deux mesures entre la Russie de Vladimir Poutine et Israël de Benjamin Netanyahou. Dans les deux cas, vous avez des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui sont commis. Dans le cas de la Russie, vous avez eu une décision très claire, à la fois du comité olympique qui avait expulsé la Russie et la Biélorussie, qui avait rajouté même un critère aux athlètes russes, le fait de ne pas soutenir activement la guerre. Et puis, de l'autre côté, l'Union cycliste internationale qui avait aussi exclu les équipes russes de participation. Pourquoi ce qui est vrai pour la Russie pour vous, il faut mettre sur le même plan Israël et la Russie, c'est ce que vous dites. Il y a des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis dans les deux cas. Est-ce que les ressorts sont les mêmes? Est-ce que la situation est exactement la même? Non, mais d'un point de vue du droit international, vous avez une alerte qui a été lancée il y a désormais plus d'un an par la Cour pénale internationale qui parlait de risque de génocide qui est aujourd'hui avéré. Vous avez un génocide dans la bande de Gaza. Le peuple espagnol ne reste pas les yeux fermés. Eh bien, ils sont l'honneur de l'humanité aujourd'hui et je souhaite que ça se propage le plus largement possible pour que l'humanité tout entière ne puisse plus rester les bras croisés face à ce qu'il se passe dans la bande de Gaza, aux 60 000 morts innocents qui ont été massacrés par le gouvernement israélien. Oui, et encore ces dernières heures, il y a encore des victimes à l'heure où l'on se parle. Je voudrais qu'on parle de l'utilité de ces mobilisations, Tugdual Denis. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent avoir un impact sur le conflit ? Déjà, je suis quand même d'accord avec Manon Aubry sur le fait que je trouve ça contradictoire, effectivement, d'interdire l'accès à des compétitions sportives aux Russes
au nom de certains principes et de pas le faire pour Israël. Mais moi, je pense qu'en fait, c'est ridicule de l'interdire aux Russes. C'est-à-dire que je vois pas en quoi un golfeur russe ou un tennisman russe qui a rien demandé et qui a rien à voir avec les décisions de Vladimir Poutine est privé de participer à son sport et on humilie et on blesse inutilement, je pense, la population russe quand on fait ça. Pour vous, il ne faut pas boycotter certains artistes, il ne faut pas exclure mais je vois des une fois de plus, absolument pas pourquoi un joueur de ping-pong russe est comptable des crimes de guerre de Vladimir Poutine et je dirais même la population russe tout entière. On sonde pas les cœurs et les reins de tous les. C'est différent, c'est pas une équipe nationale, c'est une équipe promotionnelle. C'est un peu différent, si je peux me permettre. Mais bon, les par athlètes ailleurs, qui s'entraînent, reste vous quand même disiez vous-même que vous étiez une sportive de haut niveau. Les athlètes qui s'entraînent pendant des mois pour préparer des compétitions comme celle-là sont quand même fondés à ressentir comme une injustice le fait qu'on leur permet pas de participer. Vous avez raison, mais je pense que les athlètes ne sont pas dénués de morale. Je sais qu'il y a plusieurs athlètes qui courent dans cette équipe d'Israël Première Tech qui ont dit qu'ils ne se sentaient pas à l'aise de faire la promotion, parce que ce qu'il faut bien comprendre pour ceux qui ne sont pas familiers, le cyclisme, ce sont des équipes promotionnelles, c'est plutôt des équipes au nom d'entreprises. Par exemple, il y a voilà, la Française des Jeux, voilà, il y a une entreprise il y a une équipe qui s'appelle Total, et donc là c'est une équipe promotionnelle, c'est même pas une équipe nationale, donc je trouve ça à la limite encore pire, parce que l'objectif assumé c'est de faire la promotion soit d'une entreprise, soit du pays qui la finance. D'ailleurs, je voudrais juste préciser que la mention Israël a été enlevée du maillot sous la pression, justement. Il n'en demeure pas moins qu'on peut être et cycliste et israélien aujourd'hui, et quand même on peut être cycliste israélien et même favorable à Benjamin Netanyahou. Enfin, je veux dire, en attendant, ils ne font que du vélo, quoi. Et même si effectivement ça rayonne pour Israël, si on commence à faire la police de ces activités-là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de frontières dans ce qu'on peut censurer et interdire. Après, sur les modes d'action, et excusez-moi d'avoir fait ce détour avant de répondre à votre question, évidemment, moi je trouve ça incroyablement contre-productif. C'est de l'importation pure et dure d'un conflit sur le territoire européen, alors que évidemment que les Européens aient le droit de réfléchir à ce qui se passe à Gaza, c'est une chose. Qu'ils en viennent à taper des policiers à Madrid ou à Paris avec des drapeaux palestiniens déquéfiés sur les épaules, je trouve ça absolument ridicule. Et je trouve que les défenseurs de la cause palestinienne ne sont pas extrêmement bons pour donner une bonne image d'eux ces derniers temps, ces derniers mois. On voit souvent, et on l'a vu dans la dernière manifestation à Paris, au même endroit des drapeaux palestiniens qui interdisent ou qui empêchent d'autres gens de tenir des drapeaux français. On l'a vu dans la dernière manifestation à Paris, il y a eu des vidéos qui ont circulé. Ils sont souvent associés à des actions assez violentes, souvent mélangés à d'autres causes qui sont pas toujours, pour moi en tout cas, aussi objectivement compréhensibles et défendables. Et là, je ne vois pas quel genre de soutien ça va leur apporter, ou qui vont convaincre, qui pensaient que... Pour vous, ça ne peut pas avoir d'impact sur ce conflit. Non, mais alors, dans l'impact sur le conflit, je suis absolument certain que non. Ça va rien changer à la politique de Benjamin Netanyahou. Et en revanche, je pense même que des gens qui n'étaient pas forcément du côté des pro-palestiniens ne vont pas être convaincus par ce genre de méthode d'action. C'est pas vrai dans le cas de l'apartheid et de l'Afrique du Sud. C'est parce qu'il y a eu une mobilisation internationale qui a mis au banc l'Afrique du Sud à l'époque où elle pratiquait l'apartheid, que aussi la pression internationale a eu ses effets dans le pays. Et moi, je pense que... Mais quel genre de mobilisation internationale ? Des manifestations avec des black blocs et des... Non, mais arrêtez de caricaturer. Vous avez une mobilisation massive, d'ailleurs très largement soutenue en Espagne, y compris par le gouvernement, qui dit très clairement, on ne veut pas être complice d'un massacre et d'un génocide de masse. Mais pourquoi la violence ? Et en fait, mais à aucun moment, ce sont des gens qui sont violents, ce sont des gens qui se mobilisent et qui bloquent. Oui, qui bloquent. Avec la police. Oui, qui bloquent et qui assument de bloquer. Mais moi, je pense... Enfin, je veux pas regarder mes enfants dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans et dire... En fait, on n'a rien fait. Et moi, depuis l'Espagne, mais vous voyez que c'est pas suffisant. On ne parle pas d'un désaccord politique. Pour faire entendre vos idées, s'il vous plaît. Qui est en train d'être massacré. Regardez la déclaration justement de la ministre du Travail numéro 3 du gouvernement espagnol, c'est Yolanda Díaz, qui s'est félicitée de l'interruption du Tour d'Espagne aujourd'hui. Voici ce qu'elle dit. La société espagnole a donné une leçon au monde entier en paralysant la Vuelta. Israël ne peut participer à aucun événement tant qu'il continue de commettre un génocide. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, François Mickey-Marty, pour arriver à se faire entendre? Est-ce qu'il faut exclure notamment les équipes israéliennes de tout événement sportif ou culturel? Oui, alors en effet, il y a deux choses. Il y a le sujet de la sensibilisation à ce qui est en train de se passer dans la bande de Gaza, et puis il y a en effet la présence d'une équipe
labellisé par Israël. Ce sont deux choses différentes. Les Français sont très partagés. D'ailleurs, le débat que l'on a là correspond exactement au débat qui existe au sein de la société française, puisque au fond, les Français répondent à 50-50 sur cette question-là. C'est-à-dire, pour les raisons, je pense, qu'évoquait tout à l'heure Tugdual Denis, c'est-à-dire, faut-il considérer que, alors, de manière générale, des athlètes, des artistes d'ailleurs, relevant d'un pays, de la nationalité d'un pays dont on parle, sont comptables, sont associés aux crimes, aux exactions commis par le dirigeant du pays considéré. Le débat est très ouvert et les Français sont très partagés là-dessus. Voilà, donc autant il y a une très large majorité pour dénoncer ce qui se passe en ce moment dans la bande de Gaza, autant cette question de la participation des équipes sportives sur la scène internationale, elle suscite beaucoup plus le débat, comme ici. Richard Verly, vous sentez que ça ne fait pas l'unanimité, en tout cas Non, mais déjà en Espagne, ça ne fait pas l'unanimité. Ce serait une fausse image que de dire que tous les Espagnols veulent arrêter la Vuelta et se mobilisent pour la Palestine. La société espagnole est fracturée. D'ailleurs, la droite espagnole a reproché au Premier ministre Sanchez que l'a dit. Mais malgré cela, moi je suis frappé par le fait que c'est un combat que toute une partie de la population espagnole veut mener aujourd'hui. Bien entendu, c'est pas tous les Espagnols, mais il y a toute une partie de la population espagnole qui s'estime comme un devoir, qui voit comme un devoir de défendre la Palestine. N'oublions pas que l'Espagne, c'est une puissance méditerranéenne, c'est une puissance qui regarde vers le sud et qui ne supporte pas ce qui se passe. Et ça, c'est effectivement défendable. C'est honorable, mais attention, c'est pas tous les Espagnols, il y a toute une partie de la population qui aujourd'hui est sans doute hostile à ce qui vient de se passer. Maintenant, est-ce qu'il faut interdire d'autres événements sportifs ? Je crois qu'encore une fois, ne nous leurrons pas, ça va arriver parce que plus la situation continue de se détériorer, et on sait qu'elle continue de se détériorer en Palestine, plus on risque d'avoir ce genre d'événement dès lors que des athlètes israéliens seront impliqués. Je ne me prononce pas pour dire si c'est juste, mais c'est une réalité. On pourrait avoir ce genre d'événement en France. J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Le vent souffle, et malheureusement, quand ce type de vent souffle, il faut s'attendre à des répercussions. Qu'est-ce que l'on pourrait voir en France, Aurore Malval ? Je pense que ça peut tout à fait arriver. Il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ce boycott et au parallélisme qu'on fait justement avec la Russie, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a deux choses qui vont à peu près ensemble. La question du boycott, à la fois, je dirais, social et aussi économique. On voit bien que pour la Russie, il y a eu une entente de la communauté internationale qui a mis des sanctions très tôt, justement, économiques contre la Russie. Et je dirais qu'il y a eu un continuum, et ce boycott est aussi venu plus dans la société civile, les instances sportives, etc. Et je dirais le monde du sport, d'ailleurs, a assez facilement mis au banc la Russie des compétitions sportives. C'est pas du tout ce qui se passe pour Israël. C'est pas ce qui se passe au niveau économique. L'accord de coopération, justement, Union européenne-Israël, qui à un moment, on avait menacé de le suspendre. Finalement, il a été renégocié un petit peu, mais c'est pas, on n'assiste pas encore à ce boycott ou à des sanctions économiques, même si certains pays menacent de les prendre. On verra ce qui se passe justement dans les mois prochains. Mais je dirais que les deux marchent un petit peu en parallèle. Et c'est aussi pour cela, je pense déjà parce que la communauté internationale a beaucoup d'échanges économiques avec Israël et n'est pas prête pour certains, et le plus grand d'entre eux pour les États-Unis, à les rompre. C'est un petit peu ce qui se répercute en termes, je dirais, plutôt de non-boycott au niveau des instances sportives. Si je peux me permettre juste d'ajouter un mot là-dessus pour être précise, comme je siège au Parlement européen, est-ce que vous savez combien il y a eu de paquets de sanctions contre la Russie qui a été décidé par l'Union européenne ? Oui, 18 et un 19e à exactement. 18. Et contre Israël, 0. Et c'est ce deux poids, deux mesures, en fait, qui est insupportable et qui même délégitime à la fois le droit international et la capacité et la crédibilité de l'Union européenne à agir sur la scène internationale. Il faut peut-être juste revenir au début du conflit récent entre Israël et la Palestine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de 7 octobre ukrainien. Quand vous avez 60 000 personnes qui sont massacrées, des distributions d'aide alimentaire et humanitaire qui sont prises pour cible, la volonté d'exterminer tout un peuple, oui, il faut sanctionner. Et c'est insupportable que l'Union européenne continue dans sa complicité. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous, au Parlement européen, on a déposé une motion de censure pour faire tomber la commission de von der Leyen. Parce que c'est vrai en Espagne, mais c'est vrai en France et à travers l'Europe. En fait, on ne supporte plus que l'Union européenne continue à fermer les yeux. Cette semaine, au Parlement européen, pour la première fois, ça fait 2 ans qu'on se bat, on a eu une résolution qui a été votée, qui est infinitésimale, eu égard à l'ampleur des massacres qui sont commis, qui appelle enfin une suspension partielle de l'accord d'association, mais qui refuse de prendre des sanctions économiques, alors qu'on est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc on voit que c'est ce deux poids, deux mesures qui fait aujourd'hui
que ça suscite une mobilisation dans les rues et qui, je crois, ne s'arrêtera pas tant que le génocide ne sera pas terminé. Alors Manon Aubry, est-ce que LFI envisage des actions comparables à celles que l'on a pu voir en Espagne ce soir? C'est pas nous qui sommes à la tête et qui organisons en général les mobilisations. Vous en organisez aussi? On y participe, on les soutient. Il y a d'ailleurs plusieurs rassemblements qui sont prévus ce dimanche 21 septembre, à la veille de la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. J'avais envie de dire, il était temps, vu le temps depuis lequel Emmanuel Macron notamment l'a promis, mais je me souviens même François Hollande lui-même. Donc oui, il y aura encore des mobilisations, et moi je crois à la désobéissance civile comme un des outils de mobilisation, de la même manière où les flottilles de la liberté traversent la Méditerranée pour tenter de briser l'embargo humanitaire. Il faut que toutes ces actions coagulent pour mettre le gouvernement israélien au banc de la communauté internationale, pour qu'ils fassent face à leurs responsabilités, parce qu'au bout d'un moment, je vais vous dire, on va reconnaître l'État de Palestine, on va prendre des sanctions contre Israël quand il n'y aura plus de Palestine, quand il n'y aura plus de Palestiniens. Et ça, moi, je me refuse, et je pense qu'il n'y a pas une heure, pas un jour, pas une seconde à perdre. Et chaque opportunité qui nous sera donnée de nous mobiliser, oui, on la saisira, parce que je pense que tant qu'on ne sera pas arrivé à nos fins et que le gouvernement israélien n'aura pas suffisamment entendu la mobilisation de la communauté internationale, alors je pense qu'on pourra avoir honte de ne pas avoir donné un maximum de moyens pour y arriver. Allez, je voudrais vous montrer une autre image extrêmement forte de ces dernières heures. C'est une démonstration de force de l'extrême droite. Regardez sur ces images. Entre 110 000 et 150 000 personnes dans les rues de Londres hier pour dire non à l'immigration, pour réclamer une totale liberté d'expression. Vous pouvez voir sur différents slogans « Arrêtez les bateaux »,« Renvoyez-les chez eux », des slogans anti-islam également. Est-ce que ça vous inquiète, Manon Aubry, de voir ces milliers de personnes dans les rues de Londres? Est-ce que ça vous inquiète qu'on puisse voir de telles images aussi en France, peut-être un jour? D'abord, ces mobilisations, elles sont pas nouvelles. Des mobilisations avec des relents. Plus de 100 000 personnes, c'est du jamais vu ces dernières années. C'est intéressant que vous utilisiez le chiffre de plus de 100 000 personnes. Combien de manifestants il y a eu cette semaine lors du 10 septembre en France ? Officiellement. 180 000 officiellement, presque selon 200 000, la préfecture, 500 000 si on agglomère toutes les petites actions qui ont été organisées. Et c'est marrant parce que le traitement médiatique en France c'est un échec cuisant, etc. Et là, dans un pays qui compte plus d'habitants... Attendez, je termine ma démonstration. Dans un pays qui compte plus d'habitants, je termine. Dans un pays qui compte plus d'habitants qu'est le Royaume-Uni, vous nous dites immense succès de cette mobilisation. Excusez-moi, là aussi, il y a un deux poids, deux mesures. Il faut savoir, est-ce que 150 000 personnes, c'est une grosse mobilisation ou pas? Sur le fond. 150 000 sur tout le pays. Là, il s'agit de. Oui, mais c'était la seule mobilisation qui était organisée. Elle était centralisée. Bon. Bref, c'est juste pour un peu quand même souligner le différentiel de traitement médiatique en fonction de si c'est la gauche ou l'extrême droite qui organise les mobilisations. Sur le fond, parce qu'on a moins l'habitude de voir ces images de rassemblement pour l'extrême droite qui sont aussi massives. Là où vous avez raison, c'est que c'est pas dans la culture de l'extrême droite d'aller dans les manifestations. On a d'ailleurs bien vu à quel point ils étaient absents lors des mobilisations contre la réforme des retraites en France. Et le Rassemblement national, la dernière fois qu'ils ont voulu organiser un rassemblement, c'était après le jugement qui condamnait Marine Le Pen, et ça avait été un gros flop. On était bien loin des 100 000 personnes. Mais sur le fond, il y avait eu 5 000 personnes environ. Mais est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous inquiète, ces images-là? Sur le fond, je nie pas la question que vous posez, qui est la montée partout en Europe. On l'observe au Royaume-Uni, mais en réalité, on l'observe dans bien d'autres pays, de prendre l'immigré un peu comme la source de tous les maux. Et cette espèce de facilité, y compris qu'ont certaines élites au pouvoir, une certaine forme de la bourgeoisie, de recycler le capitalisme qui va à son échec et de le recycler par la haine de l'étranger. Alors que si en France et au Royaume-Uni, les inégalités augmentent, si en France et au Royaume-Uni, on est incapable de prendre à bras-le-corps, par exemple, le défi climatique, ça n'a strictement rien à voir avec la présence des étrangers. Merci Manon Aubry. Et de ce point de vue-là, et je termine là-dessus, Marine Le Pen dit toujours l'immigration coûte 60 milliards d'euros, etc. C'est pas vrai, elle rapporte de l'argent parce que ces immigrés, la plupart du temps, ils travaillent, ils payent des impôts, et en réalité, c'est la France qui gagne de l'argent, c'est 8 à 9 milliards d'euros. Merci Manon Aubry d'avoir accepté notre invitation. Il faut qu'on parte à Londres.